Dimanche noir à Diré, 9 jeunes ont été froidement abattus alors qu'ils se rendaient à des épreuves sportives de l'armée. Les détails en début de journal. En RDC, les autorités ont annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État impliquant des étrangers, des Américains notamment. Hier dimanche, puis en sport, la Ligue 1 a rendu son verdict hier. Des internationaux maliens sont qualifiés pour la prochaine Ligue des champions, mais une polémique entoure Mohamed Kamara. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Hier dimanche à Diré, plusieurs jeunes ont été tués par les terroristes alors qu'ils se rendaient à Tombouctou pour les épreuves sportives du recrutement en cours dans l'armée. Diana Bassamaki. 9 jeunes ont été tués ce dimanche par des hommes armés non identifiés entre Diré et Goundam dans la région de Tombouctou. Selon des sources, les victimes se rendaient à Tombouctou où devaient se tenir aujourd'hui les épreuves sportives du concours d'intégration au sein de l'armée lorsqu'ils ont été interceptés, ligotés, ensuite tués à bout portant par des individus armés non identifiés. Cela s'est passé hier aux environs de 8 heures. Voilà donc des jeunes qui quittaient Diré pour se rendre à Tombouctou en vue du recrutement dans les forces de défense et de sécurité. Leur voiture a été effectivement interceptée par des individus armés non identifiés qui ont dévié leur véhicule de la route et ont assassiné 9 des 11 personnes qui étaient dans le véhicule. Donc, les 9 jeunes étaient des jeunes qui quittaient Diré pour se rendre à Tombouctou pour le recrutement. Un acte dénoncé par les populations. Mon appel, le climat, d'abord, c'est un climat d'inquiétude, de peur, et de dénonciation, puisque les populations ont dénoncé cette attaque ignoble. Donc, en parcourant un tout petit peu les réseaux sociaux, en écoutant les uns et les autres, les populations ont véritablement dénoncé cet acte et l'ont qualifié d'attaque ignoble et barbare. La deuxième des choses, c'est d'interpeller les autorités militaires à prendre des dispositions par rapport au cercle de Diré. Voilà, donc les populations ont plusieurs fois dénoncé le fait que le cercle n'est pas aussi sécurisé que ça. Le chauffeur, libéré avant l'exécution des victimes, s'est rendu à Goundam. Au loin, il entendait les tirs, sûrement l'exécution sommaire des jeunes. Sitôt informé, l'armée s'est rendue sur le lieu, mais les auteurs de ces crimes odieux avaient déjà disparu. Les corps ont été admis à l'hôpital de Diré où les parents ont pu les identifier. Cet acte survient près d'une semaine après l'attaque ciblant une position de l'armée et repoussée par les FAMA dans la ville de Diré. Ce bilan devient le plus lourd que Diré n'ait jamais connu depuis l'attaque du bateau Tombouctou. Depuis quelques jours, les forces armées maliennes ont entrepris des opérations terrestres et aériennes dans plusieurs localités des régions de Tombouctou, Gao, Menaka et Kidal. Selon la page de Chodi Ag, l'une de ces opérations a ciblé le village natal de Iadagali à Abibara, à 170 km de la frontière algérienne. Par ailleurs, une autre opération spéciale préparée et conduite par les forces armées maliennes dans la zone d'Amassan a neutralisé Ahmed Ag Hamzata, un lieutenant influent du HCIA proche du JINIM. L'armée n'a pas encore rendu un communiqué officiel sur les dites opérations. Climat à présent, le Mali est souvent confronté à des défis météorologiques, notamment des sécheresses et des inondations qui peuvent avoir des conséquences graves sur l'agriculture, l'économie et la vie des habitants. Cependant, les prévisions météorologiques pour la saison des pluies 2024 annoncent de grandes quantités de pluie et une fin de saison tardive. Paul Yapinguesson. Cette année, le Mali peut s'attendre à une bonne saison avec une quantité suffisante de pluie. Les prévisions indiquent que la saison des pluies commencera plus tôt que d'habitude dès le mois de juin et se prolongera jusqu'en septembre. Les précipitations devraient être généralement bien reparties sur tout le territoire avec des niveaux de pluviométrie supérieurs à la moyenne dans certaines zones.
Ces conditions météorologiques favorables devraient contribuer à une bonne récolte pour les agriculteurs qui dépendent largement de l'agriculture pluviale. Les cultures principales du pays telles que le mil, le sorgho et le riz devraient bénéficier de ces précipitations abondantes. Cheikh Oumar Keïta est le chef du bureau assistance agro-météo à Mali Météo. Il annonce que la saison des pluies 2024 sera caractérisée par une pluviométrie importante. Il ajoute que toutes les régions sont exposées au risque d'inondation. Il est prévu un début normal à précoce pour l'ensemble du pays. Maintenant, pour ce qui est de la fin de la saison, elle sera tardive. Cela veut dire que les pluies vont continuer jusqu'en novembre. Il est prévu également des inondations. Autre point souligné, d'après les prévisions de l'agence, le Mali va observer une fin de saison des pluies assez longue, sans exception de façon générale sur le pays. C'est dire que la pluie va continuer un peu plus que la date normale dans certaines régions. En résumé, la saison des pluies de 2024 s'annonce prometteuse pour le Mali avec une quantité suffisante de pluie attendue pour soutenir l'agriculture. Cependant, il est important que les autorités et les habitants prennent les mesures nécessaires pour minimiser les risques d'inondation et de maladies liées à l'eau telles que le choléra et la diarrhée. En outre, les responsables du service météorologique demandent à toutes les populations riveraines des fleuves de prendre les dispositions idéales, mais aussi de suivre régulièrement les informations météorologiques. Fin de suspense dans le procès portant dissolution du parti Sadi de Omar Mariko. Déclenché depuis janvier dernier, le processus avait été lancé suite à une action en justice intentée par le gouvernement de transition afin de dissoudre le Parti de solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Cette requête du gouvernement est intervenue après plusieurs déclarations hostiles à la transition tenues par le président du parti, Dr Omar Mariko, en exil. Ces procès, plusieurs fois renvoyés, a rendu son verdict ce lundi 20 mai par le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako. Le tribunal a jugé la procédure mal fondée et a donc débouté le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, représenté par la Direction générale du contentieux de l'État. Justice toujours, comme évoqué dans nos précédentes éditions, le docteur Étienne Fakaba Sissoko a comparu à nouveau ce matin devant le procureur du pôle chargé de la lutte contre la cybercriminalité, Adama Coulibaly à Sogoninko. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis, et au paiement d'une amende de 3 millions de francs CFA dans l'affaire dite d'atteinte au crédit de l'État, une condamnation qui a suscité des tensions au pôle de la cybercriminalité selon une source policière, a rappelé qu'il a été arrêté le 25 mars puis placé sous mandat de dépôt le 27 du même mois. Il retourne donc à la prison de Koulikoro où il a été écroué et devra donc purger le reste de sa peine. Hors de nos frontières, l'armée de la République démocratique du Congo a annoncé dimanche avoir déjoué à Kinshasa une tentative de coup d'État ayant impliqué des Congolais mais aussi plusieurs Américains et un Britannique. Le récit de Soumaïla Fani. À Kinshasa, le calme était revenu hier dimanche dans la matinée, mais la confusion continuait à régner après que le palais de la Nation et le domicile du ministre de l'économie ont été attaqués par un commando de plusieurs dizaines d'hommes lourdement armés au petit matin. Les autorités ont annoncé qu'une tentative de coup d'État avait été étouffée dans l'œuf, selon les termes du porte-parole des forces armées de la RDC. Cette tentative a impliqué une quarantaine d'hommes, des Congolais et des étrangers, dont 3 Américains et un Britannique, ont-elles affirmé. C'est dans les rues parmi les plus sécurisées de la capitale congolaise, dans le quartier de la Gombe, où se trouvent des sièges d'institutions et plusieurs résidences officielles congolais et d'ambassadeurs, que l'attaque s'est déroulée aux environs de 4h30 dimanche matin. Selon les premières informations, des hommes en tenue militaire ont ouvert le feu sur le domicile de Vital Kamerhe, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, tuant 2 gardes de chez lui. Après environ 1 heure d'échange nourri de tirs, le commando s'est dirigé vers le palais de la Nation, situé dans le même quartier, et est parvenu à y pénétrer sans obstacle. Dans l'enceinte du palais, les assaillants ont brandi le drapeau du Zaïre, l'ancien nom de la RDC. Ce palais est en théorie toujours sous la protection de la garde républicaine, mais il sert essentiellement à des réceptions officielles. Donc il n'abrite ni la résidence du chef de l'État Félix Tshisekedi, ni son bureau principal. Des drones, des brouillards et des drapeaux du Congo ont été retrouvés et une quarantaine d'hommes arrêtés, dont certains avaient cherché à fuir via le fleuve Congo qui sépare la RDC de la République du Congo, où un obus est tombé selon Brazzaville.
L'armée a affirmé avoir la parfaite maîtrise de la situation et a appelé la population à vaguer à ses occupations, tandis que l'enquête se poursuivait. Alors que l'incertitude demeure sur les objectifs de ces commandos, dont le chef présumé Christian Malenga et 3 autres hommes ont été tués, ces événements fragilisent un pouvoir déjà sous tension à cause d'une guerre dans l'est de son territoire et de fortes incertitudes politiques. Dans la foulée, l'Union africaine a condamné fermement l'attaque, tout comme la chef de la mission onusienne en RDC, ainsi que l'ambassadrice américaine qui s'est dit choquée et très préoccupée par les rapports faisant état des citoyens américains prétendument impliqués. Le président iranien Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères sont décédés hier dans un accident d'hélicoptère alors qu'il revenait d'Azerbaïdjan où il a inauguré un barrage en compagnie de son homologue président à la frontière entre les deux pays, Aminata Keïta. L'hélicoptère du président avait disparu dimanche en début d'après-midi alors qu'il survolait une région de l'Iran escarpée et boisée dans des conditions météorologiques difficiles avec de la pluie et un épais brouillard. Selon les médias iraniens, l'appareil aurait été heurté pour une raison encore inconnue. Le décès du président iranien Ebrahim Raïssi ouvre une période d'incertitude politique en Iran au moment où le Moyen-Orient est secoué par la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, un allié de la République islamique. Au-delà du président, figure parmi les victimes Hossein Amir Abdollahian, ministre des Affaires étrangères du pays, le gouverneur de la province d'Azerbaïdjan oriental, le principal imam de la région, ainsi que le chef de la sécurité du président et 3 membres d'équipage. Ce matin, le pays a décrété 5 jours de deuil pour rendre hommage à son président Raïssi. Les cérémonies funèbres vont commencer demain à Tabriz, la grande ville du nord-ouest. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, poste le plus important de la République islamique d'Iran, au-dessus de la charge de président de la République, a nommé le premier vice-président du pays, Mohammad Mokber, comme président par intérim du pays. Conformément à la constitution iranienne, le président par intérim devra organiser des élections présidentielles au suffrage dans un délai maximum de 50 jours, soit d'ici le 1er juillet. Ali Bagheri, le négociateur en chef iranien du dossier du nucléaire, a été nommé ministre des Affaires étrangères et responsable du comité des relations extérieures du gouvernement à titre provisoire. Ebrahim Raïssi, toujours coiffé de son turban noir et vêtu d'un long manteau de religieux, était considéré comme un ultra-conservateur. Il a effectué l'essentiel de sa carrière dans le système judiciaire en occupant les postes de procureur général de Téhéran puis procureur général du pays. C'est le 18 juin 2021 qu'il est élu président de la République islamique d'Iran. La mort du président Raïssi intervient alors qu'il figurait sur la liste noire américaine des responsables iraniens sanctionnés par Washington pour complicité de graves violations des droits humains que Téhéran a signifié comme nul et non avenu. Cette mort intervient également alors que le 13 avril dernier, l'Iran avait lancé une attaque inédite contre Israël avec 350 drones et missiles, dont la plupart ont été interceptés avec l'aide des États-Unis, principal ennemi de la République islamique avec Israël. Et on termine avec le sport. La Ligue des champions 2024-2025 doit débuter en septembre prochain. La plupart des équipes qualifiées sont déjà connues. Dans le championnat de France, des Maliens ont validé leur ticket, mais une polémique naissante entoure Mohamed Kamara. Azetoumani Koulibaly. L'AS Monaco aura attendu 6 ans. Depuis sa dernière participation en 2018, le club de la Principauté n'avait plus goûté à la joie de disputer la Ligue des champions. C'est chose faite. Pour le dernier match de la saison, Monaco a même soigné sa sortie avec une victoire 4-0. Le milieu de terrain malien Mohamed Kamara a inscrit un but sur penalty. Au moment où Kamara se réjouit de son but, sa photo fait la une sur la toile. Ce dimanche, alors que l'équipe jouait contre Nantes, l'on peut remarquer que le milieu a volontairement dissimulé le logo contre l'homophobie floqué sur son maillot. Aussi, Mohamed Kamara n'a pas pris part à la photo officielle. Après le match, son entraîneur Adi Hutter a promis une discussion interne avec le joueur dans les semaines à venir. Pour sa part, la ministre des Sports français, Amélie Oudéa-Castéra, réclame des sanctions les plus fermes contre le club qu'il a laissé faire et les joueurs, jugeant le comportement de Kamara inadmissible. Du côté de Brest, amené par Kamori Doumbia, c'est également officiel. Le Stade brestois jouera la Ligue des champions la saison prochaine. Le club breton
a en effet validé sa 3e place après sa victoire 3-0 contre Toulouse. Cette victoire, couplée au match nul 2-2 entre Lille et Nice, assure au club brestois une première participation historique à la Ligue des Champions. Ailleurs, notamment en Allemagne, le Leipzig de Amadou Haïdara, désormais habitué de la compétition, est également qualifié. Fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Foroba Kuma, c'est tout à l'heure avec Vieblé et ses invités. Bonne suite de programmes sur la télévision qui vous allume.